On va enchaîner avec la pneumologie, avec professeur Wiham Khattabi, professeur CHU de Casablanca. C'est une dame très active, pas uniquement au niveau médical, mais c'est une écrivaine que j'adore et qui fait beaucoup de choses pour le malade et pour la société marocaine. On vous remercie, professeur. Elle va nous présenter un thème sur les pneumonies aiguës communautaires. Je vous remercie, professeur, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher ami. Merci aux membres du bureau pour l'invitation. Et merci, chers collègues, de votre intérêt pour ce thème qui nous concerne tous, puisqu'on est en période d'infection, et notamment avec le risque des pneumonies aiguës communautaires. Et on va essayer d'être un peu pratique, parce que je sais que vous êtes un peu fatigués, mais on va faire un petit effort pour notre patient. Alors d'abord, juste pour rappel, la pneumonie aiguë communautaire fait partie des infections respiratoires aiguës basses communautaires qui comprennent, en plus des bronchites aiguës, les pneumonies et les exacerbations de la BPCO, qui est une maladie assez particulière, d'une certaine gravité et d'une certaine mortalité à traiter à part. Alors pour revenir à la pneumonie aiguë communautaire, c'est quoi la définition exacte d'une pneumonie ? C'est une infection du parenchyme pulmonaire. Et qui dit parenchyme pulmonaire dit le fond du poumon avec les alvéoles qui sont la zone d'échange. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le poumon est un organe vital. Et l'évolution, elle est très aiguë, donc d'où la gravité. Et si on parle de la forme commune, c'est pour exclure la nosocomiale qui a certaines particularités. C'est quand même un peu plus du quart de la pathologie infectieuse et un tiers de la prescription antibiotique. Et ça entraîne bien entendu une consommation assez importante avec un coût de plus d'une vingtaine de millions d'euros en Europe. Bien entendu, ces antibiotiques sont la base du traitement, ils seront efficaces, mais ils ont aussi des effets secondaires et surtout des résistances qui peuvent nous faire perdre des molécules assez intéressantes, donc à gérer de façon très raisonnable. Les germes en cause, ils sont dominés par le pneumocoque, mais pas que, on verra tout à l'heure. Je me suis intéressée aux données marocaines, donc j'ai demandé à nos amis du laboratoire du CHU de Casablanca. Effectivement, c'est le pneumocoque qui est en tête. Et juste pour l'idée courante que le pneumocoque a développé plusieurs résistances, en fait, c'est ce qu'on lit dans la littérature, eh bien, concernant le Maroc, il n'y a pas beaucoup de résistance, notamment pour les antibiotiques qui sont indiqués. Par contre, il y avait un antibiotique avant assez utilisé et qui n'est plus d'actualité, qui est le cotrimoxazole qu'il faut oublier. Et vous voyez bien le taux de résistance qui est assez important. J'ai également trouvé cette étude multicentrique dans plusieurs pays d'Afrique qui a inclus également Casablanca. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'effectivement, le pneumocoque est le principal germe et qu'on a une très bonne sensibilité. Vous allez voir pour le rose, c'est les macrolides, c'est un peu moins sensible. Donc, d'emblée, on peut déjà comprendre que si on vise le pneumocoque, le macrolide n'est pas le bon antibiotique. Par contre, les bêta-lactamines, les fluoroquinolones sont de très très bonnes molécules. Alors, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que la pneumonie tue? Ben oui, les pneumonies tuent et c'est la première cause de décès par infection. Bien que ça ne représente que 10% des infections respiratoires aiguës basses, c'est une forme très sévère. Rappelez-vous, la profondeur du poumon, la surface d'échange, détresse respiratoire, détresse vitale et décès. Donc, il faut vraiment comprendre que la pneumonie peut tuer, surtout s'il y a des facteurs qui inquiètent. Si elle est simple, prise en charge de façon ambulatoire, vous aurez 5% de décès. Si la pneumonie arrive en réanimation, c'est 36% de décès, c'est plus du tiers des patients que vous allez perdre. Et juste pour rappel, les infections sont quand même une cause dominante de décès par maladie selon l'OMS. Alors, une autre question, quand vous avez, et c'est ce qui est fréquent en ce moment, un tableau fait de tout, d'expectoration et de fièvre, s'agit-il d'une bronchite ou d'une pneumonie? Ou des deux? Bronchite, pneumonie, j'irai les deux. Très bien, effectivement, parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si la bronchite aiguë est une forme fréquente d'infection respiratoire, elle s'arrête bien aux bronches, d'où le terme bronchite. Mais quand le germe va progresser au-delà des bronches et va aller vers les bronchioles, puis ensuite vers les alvéoles,
là on aura l'atteinte du vrai poumon, c'est ce qu'on appelle le parenchyme pulmonaire, et c'est ce qui fera toute la gravité. Donc comme a dit notre ami, c'est l'examen clinique qui fera la part des choses, parce que quand on a un territoire qui est atteint, il sera siège d'un exsudat, et donc vous aurez un signe en foyer, une matité, des petits crépitants, et puis le patient qui vous dit j'ai mal. Ça par contre c'est un signe qui peut faire la discrimination, et donc du coup il faut faire simplement une radiographie pour attester qu'il y a une tache, une opacité, et donc on va comprendre que le poumon a été touché. Bien sûr, il faudra après caractériser sa nature et la prendre en charge. Alors, si j'ai dit que le pneumocoque est le principal germe des infections respiratoires et essentiellement les pneumonies, sachez quand même, ça c'est un chiffre intéressant, que dans plus de la moitié des cas, on n'arrive pas à avoir un germe. Et je pense que vous avez tous vécu cette situation. On cherche, on fait les prélèvements, mais on ne l'identifie pas. Soit que l'immunité a été assez importante pour vaincre la population, donc les germes sont en moindre concentration, soit que le patient a déjà eu un traitement auparavant, donc initié par lui-même ou au niveau d'une pharmacie, ce qui fait que ça peut décapiter l'infection. Alors cliniquement, dans le terme pneumonie aiguë, il y a déjà la notion d'un début très brutal. Vous savez, c'est des gens qui peuvent par exemple travailler dans la journée, se sentir mal, et puis d'un coup, ils peuvent même vous dire à 17 heures, j'ai eu mal, la fièvre, bien sûr, je ne vais pas bien, donc ils partent obligatoirement consulter. Ils rapportent des signes respiratoires, on a vu, ils ne sont pas spécifiques de la pneumonie, mais quand même, ils appellent vers le poumon. La fièvre peut être présente ou pas. Et puis quand vous avez un signe à l'examen en foyer, et puis quand vous allez demander une radio, vous trouvez une opacité, au fait, votre diagnostic, il sera porté. Maintenant, il y a plusieurs formes de déclaration de la pneumonie. La forme la plus commune reste la pneumonie franche lobaire aiguë. Comme on l'a dit, début brutal, sans prodrome. D'un coup, la fièvre, elle monte, elle nous fait un plateau à 40 degrés. Le patient a mal, il expectore. Au début, c'est très peu. Après, il peut faire des expectorations de plus en plus importantes. La toux qui gêne. Et puis, vous trouvez un syndrome en foyer. Quand il y a le petit herpès, c'est assez évocateur du pneumocoque. Et puis, vous allez trouver une opacité alvéolaire systématisée. Par contre, il y a les formes qui miment les virus, qu'on appelle les pneumonies atypiques. Ce sont souvent des germes intracellulaires et qui peuvent donner un tableau qui ressemble aux pneumonies virales. C'est plutôt progressif. La rhinopharyngite, les signes sont moins accentués et puis l'atteinte, elle peut être plus disséminée. Et donc, quand le poumon vous appelle, il faut faire une imagerie pour voir qu'est-ce qui se passe. Opacité, d'accord, mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est bien le poumon profond, les alvéoles et les bronchioles qui ont été touchés? Alors, imaginez avec moi un germe qui entre, qui progresse, qui va en profondeur. Il attaque. Il sera donc capté par les cellules de défense que sont les macrophages alvéolaires. Ces macrophages vont taper les cellules de l'immunité spécifique. Donc, vous aurez les lymphocytes et compagnie. Donc, tout va venir pour se défendre. Cet exsudat, cette accumulation de cellules qui viennent par le sang, atterrissent dans l'alvéole, comblent l'alvéole et puis ensuite comblent les bronchioles. Ça va donc vous donner une opacité de densité hydrique. C'est du liquide, bien entendu. Et puis, ça va commencer à se remplir de proche en proche. Donc, au début, ce n'est pas homogène. Vous allez avoir des alvéoles pleines et d'autres non. Ça va vous donner des clartés arrondies qui rappellent les alvéoles. C'est ce qu'on appelle l'alvéologramme. Ça va un peu plus loin, ça touche les bronchioles. Mais vous aurez toujours des bronchioles qui sont encore aérées. Ça vous donnera des clartés tubulées qui bifurquent, ça vous rappelle la segmentation bronchique, et vous aurez le bronchogramme aérien qui est par contre un signe pathognomonique de la nature alvéolaire, et donc votre diagnostic se confirme. Ensuite, vous allez voir est-ce que c'est systématisé ou pas, c'est un lobe, un segment, un poumon, les deux poumons. Donc vous aurez des atteintes de gravité variable. Donc comme vous voyez, un lobe, un poumon, les deux poumons, ça arrive au fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut tuer effectivement parce que tellement l'atteinte est importante, vous imaginez toutes les alvéoles sont pleines, comment on fera pour passer l'oxygène? Il aura beaucoup de mal malgré les techniques de ventilation. Le scanner dans les formes graves serait le bienvenu. Mais vous avez bien compris que c'est d'abord une radio qui peut faire l'affaire pour le diagnostic positif. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Que le scanner nous donnera quand même un bilan lésionnel très très précis. Et puis on verra aussi les lésions associées, notamment les lésions pleurales. Or, vous allez me dire, ces techniques d'imagerie ont deux inconvénients. Ça irradie, et puis pour le scanner, c'est coûteux, et puis il faut déplacer le patient. Alors, si vous faites de l'échographie, c'est magnifique parce que dès que vous portez le diagnostic sur une radio, le suivi, vous pouvez le faire avec une échographie au lit du patient et ce n'est pas irradiant. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas si j'aurai le pointeur, oui. Donc, vous voyez le diaphragme ici qui sépare en bas l'étage abdominal et en haut le poumon.
Normalement, le poumon, c'est blanc en écho, parce que l'air est blanc, et le poumon, c'est l'air. Or, vous allez commencer à avoir un peu de noir, vous voyez? Et ce noir va témoigner de l'exsudat. Et plus ça va devenir blanc, plus vous allez comprendre que l'exsudat se résorbe et que le poumon s'aère de nouveau, ce qui est un témoin de bonne évolution. Et puis, ça évite au patient le lourd sac avec plein de radios et de scanners qu'il va transporter avec lui. Et vous verrez également le retentissement, donc est-ce qu'il y a une atteinte pleurale associée, qui est souvent présente. Et également, vous allez étudier le principal muscle respiratoire qu'est le diaphragme, surtout en cas de détresse respiratoire, pour voir est-ce qu'il fonctionne bien ou pas. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Et vous avez le petit poumon avec, ici, vous allez voir non seulement le bronchogramme aérien, mais aussi le bronchogramme liquidien, ce qui est un point fort. Donc, regardez l'image sur votre gauche. Il y a beaucoup de noir, beaucoup de liquide. C'est la pneumonie à sa phase de début. Vous donnez un traitement, vous voyez le blanc qui ressort un peu plus, c'est qu'on est en train d'aérer le poumon, donc ça veut dire que l'exsudat est en train de partir. Alors concrètement, nous médecins, on est face à un patient et le patient vient pour une doléance. Et je partage avec vous le cas de ce patient de 68 ans, tabagique, hypertendu, qui a été opéré un mois auparavant pour une fistule anale qui s'est très bien déroulée, les suites étaient parfaitement bonnes, mais il vous dit que depuis 10 jours, il traite une symptomatologie brutale, faite de tout, d'expectoration purulente et ce fameux point de côté, donc ça vous appelle sur le poumon profond. Et il a un contexte pseudo-grippal. À l'examen, vous confirmez que sa température est bien de 39 et plus. Il a une submatité, quelques râles crépitants au niveau droit. Et puis, est-ce que vous voulez un autre élément de l'examen, vu le contexte? Vous pensez à quoi? Donc, il faut une imagerie pour confirmer ce qui se passe dans ce syndrome en foyer. Mais vu qu'il a été opéré pour une fistule, on va quand même faire un examen complet parce que je dois chercher la porte d'entrée. Et effectivement, la cicatrice de la fistule était propre. Autrement, quand je vais donner un antibiotique, il faut qu'il vise les deux sites parce qu'il est aberrant de traiter le poumon et de laisser, je ne sais pas, un pied diabétique ou une infection urinaire évoluer pour son propre compte, alors que mon traitement n'est pas efficace dessus. Il faut bien entendu être uniciste. Au-delà de la radio, on a fait un scanner thoracique qui a montré une opacité. Maintenant, vous pouvez attester qu'elle est bien alvéolaire. Densité hydrique, vous avez l'alvéologramme, vous avez un joli bronchogramme ici, la clarté tubulée qui bifurque. C'est systématisé pour le moment, mais bien qu'il y ait une atteinte un peu minime, mais qui va peut-être évoluer. Donc, les portes d'entrée à rechercher, à défaut d'avoir une histoire clinique, c'est d'abord l'ORL. Vous savez, les germes, on en a tous, hein, dans la peau, dans la muqueuse, les dents, et après, quand on a un état d'immunodépression, qui soit continu, donc une maladie chronique ou même ponctuelle, comme un état de stress, une petite infection virale, une grossesse, eh bien, ça peut diminuer l'immunité et les germes peuvent progresser. On parle d'infection descendante. Plus rarement, on a des foyers à distance, donc d'où l'intérêt de faire un examen complet. Donc, vous êtes bien d'accord tous avec moi qu'il y a une clinique, une image, le diagnostic est porté, il n'y a plus de doute. Vu qu'il y a maintenant une nouvelle donne qu'est le Covid et qu'il y avait un tableau pseudo-grippal et que c'était la période virale, on a fait une PCR Covid qui était négative et le patient nous dit « j'ai déjà pris le fameux traitement ». Bon, je ne ferai pas de commentaire parce que ce n'est pas un traitement spécifique, mais c'est un protocole. Et donc l'azithromycine ne visera pas le pneumocoque, d'accord? Et le patient ne s'est pas amélioré. Et donc, il est chez vous pour ceci. Alors, qu'est-ce que vous allez évaluer chez ce patient? Maintenant, c'est quoi votre crainte? Voilà, ce qui s'aggrave. Et pour faire simple, puisqu'on parle d'un organe vital, il faut chercher les organes vitaux principaux. Et donc, on va évaluer la fonction respiratoire. Est-ce qu'il y a des signes de gravité qui vont m'alarmer? Quelqu'un qui respire vite, ça va m'inquiéter, il va se fatiguer. Quelqu'un qui cyanose, même de façon minime, la saturation est effondrée, et ainsi de suite. Après, je verrai le circulatoire, parce que ce que je crains, le poumon est malade, le cœur va suivre, il peut lâcher, donc on aura de l'hypotension, peut-être un état de choc, et donc l'arrêt. Et puis, l'organe qui va souffrir du manque d'oxygène, puisque le poumon est le premier organe vital qui doit agir. La preuve en est, on a tous crié à la naissance parce que c'était la première respiration.
C'est le premier geste qu'on a fait dans cette vie. Et le premier organe qui risque de souffrir est bien le tissu cérébral. Donc, la moindre signe alarmant, le moindre signe alarmant neurologique, ne serait-ce qu'une irritabilité, devrait m'inquiéter et ne pas dire que le patient est de mauvaise humeur. Donc, on fait notre examen clinique, on trouve que le patient est polypnéique à 28, qu'il commence à être limite dans sa saturation. 92. Vous savez qu'au-delà, c'est de la normale. On ne doit pas être tous à 100. Entre 93 et 100, c'est normal. Mais à 92, c'est une valeur charnière, limite. La tension, il est à 95-60. Vous savez qu'en dessous de 90, c'est l'hypotension, c'est l'état de choc. Et sa fréquence cardiaque, elle est à 100. Au-delà de 100, on parlera de tachycardie. Chez la femme et puis chez l'homme, on attend 110, mais bon, au-delà de 100, il est quand même rapide. Il est encore conscient et il n'y a pas d'autres signes neurologiques. Et donc, la question qu'on va se poser, je l'envoie avec un traitement, je le garde, je ne sais pas trop. Et donc, la question est simple, faut-il hospitaliser, vu la gravité dont on a parlé, toutes les pneumonies? Non, c'est simple, mais comment je pourrais, moi, médecin, face à mon malade, avoir la conscience et le cœur tranquille? Il y a des choses quand même qui devraient m'aider. Il y a des scores. C'est un score parfait, complet, hein, et c'est le score de Fine. Vous voyez, on a des points, après, il faut l'avoir sur le téléphone ou dans la poche. Et surtout, il va nous dire que plus on récolte des points, plus il faut prendre le patient en milieu hospitalier. Pourquoi? Parce que la mortalité, elle va augmenter jusqu'à toucher un tiers des patients. On a des critères de gravité de plusieurs sociétés, comme la Société française. Est-ce que ça vous paraît pratique? Moi, je trouve que c'est compliqué quand même. Et puis, il y a ce score qui a été proposé par les Anglais, qui est très, très pratique, qu'on appelle le CRB 65. Et qu'est-ce qu'il contient? C'est simple, c'est pour confusion, signe neurologique. R pour la fréquence respiratoire, plus de 30, le patient va se fatiguer. B, c'est pour la pression, donc moins de 90 ou moins de 60, l'état de choc peut s'annoncer. Et enfin, un sujet âgé est un sujet particulièrement fragile. Si vous avez 0 point, envoyez-le avec une ordonnance et recontrôlez-le. Si vous avez 1 ou 2, vous pouvez considérer le terrain, est-ce qu'il a déjà pris des traitements, qu'il n'a pas bien évolué, un contexte social, etc. Mais 3 et 4, il faut absolument hospitaliser le patient et le surveiller de très près. Pourquoi? Parce que le risque de mortalité va être important. Alors maintenant, une fois que vous commencez, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalier, la prise en charge de la pneumonie, est-ce que vous allez tous prescrire? Vous connaissez NFS, VS? Alors, est-ce que vous allez le faire? Les quoi exactement? Vous ne demandez rien? Oui? Oui? Bon, écoutez, je vais vous décevoir, il n'y a pas de recommandation claire. Pour la forme simple, le bilan n'est pas systématique. Vous pouvez très bien donner un traitement, recontrôler le patient. Mais si vous craignez vraiment que vous voulez quelque chose avec laquelle faire du monitorage, une NFS, une CRP seraient de bons indicateurs. Par contre, en hospitalier, il faut demander toute la panoplie et pour cause. Vous aurez besoin de faire le monitoring biologique. Vous aurez besoin de voir est-ce qu'il y a des signes de gravité. Vous aurez besoin de faire des prélèvements et tenter d'identifier ce germe parce que je vais cibler mon traitement antibiotique. Et puis, vous aurez besoin d'évaluer son terrain et peut-être aussi de faire le diagnostic différentiel avec d'autres maladies. Alors, chez notre patient, c'est le diagnostic différentiel parce que la tuberculose, c'est une forme particulière. Donc, ça va rentrer dans le diagnostic différentiel. S'il y a mauvaise évolution, je vais pouvoir demander le bilan, entre autres, de la tuberculose. Alors, chez notre patient, les blancs sont à 15 000, il n'a pas d'anémie, il a une CRP élevée, et puis c'est la transale et la glycémie, l'ionogramme étaient encore normaux, parce que c'est important. Alors, est-ce que ces 15 000 de blancs sont un bon marqueur de la pneumonie aiguë communautaire? Mais concrètement, dans la pratique, on s'y fie quand même. Et on fait la surveillance. Alors, sachez que oui, votre réponse, elle est juste. Dans l'absolu, je ne peux pas dire que c'est un très bon marqueur. Sauf quand on a un taux qui dépasse les 30 000. Ou alors une leucopénie, moins de 4 000, ça devient par contre un signe de sévérité.
Dans la NFS, il faut regarder aussi la thrombopénie, la lymphopénie qui peut témoigner de la gravité ou d'une infection virale sous-jacente. Maintenant, votre CRP élevé, est-ce que c'est un bon marqueur? Ben oui, quand on l'a fait, on est content. Quand on a des blancs et une CRP élevée, on les recontrôle. Quand ça baisse, on les montre aux patients. C'est effectivement en pratique quelque chose de bien. Je vais vous décevoir parce qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. En principe, quand elle est élevée, elle est très peu utile pour le diagnostic positif, d'accord? Et sur le plan pronostic, elle est bien inférieure aux données cliniques et au score pronostic, comme le score qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, ça peut être un complément utile. Donc, si on fait l'association avec d'autres éléments, elle peut devenir intéressante. Et puis, surtout quand elle est élevée, c'est bien de faire le suivi parce que ça vous rassure quant à l'évolution, mais à elle seule, elle n'a pas beaucoup de spécificité, ni de sensibilité, ni de valeur prédictive, qu'elle soit positive ou négative. Et puis, vous avez un deuxième marqueur maintenant qui se colle à la CRP, qui est la PCT, la procalcitonine. Est-ce que c'est un bon marqueur? C'est un bon marqueur, pourquoi? Surtout dans les formes sévères. Premièrement, parce que ça nous permet de dire, quand on n'a pas un tableau évocateur, que ce n'est pas infectieux. Par contre, quand la clinique parle, c'est la clinique qui prime et on est tous de bons cliniciens et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on peut s'abstenir. Par contre, cette PCT, elle a été prouvée, donc ayant une place importante pour la prescription des antibiotiques en réanimation et qu'elle a baissé des prescriptions abusives chez certains patients. L'hémoculture, cet examen qu'on aime bien, mais est-ce qu'il nous déçoit un petit peu? 6% quand même de positivité, c'est très peu. Bien sûr, quand j'ai un malade grave et que je n'arrive pas à isoler le germe, je ferai des hémocultures que je vais répéter. Mais quand j'ai un germe, c'est bien, mais il faut savoir que ça ne représente que 6% des patients. Et elle n'a pas d'indication, sauf dans les formes très très graves, parce que là, je suis en train de chercher par tous les moyens à identifier l'agent responsable. Il y a d'autres examens qu'on utilise peu, mais qui peuvent être intéressants, comme les antigènes solubles urinaires. Notamment, si j'ai une infection à pneumocoque, je peux l'isoler via l'antigène urinaire quand je n'arrive pas à l'identifier dans les sécrétions respiratoires. Les légionelloses qui donnent des formes très très graves. Vous savez, quand vous avez une pneumonie avec des signes neurologiques et urinaires, c'est-à-dire une pneumonie grave avec confusion, agitation, etc., pensez légionella. Or, c'est un BGN, mais intracellulaire, donc difficile à retrouver dans les examens. Et parmi les examens, vous avez les antigènes solubles urinaires. Donc, vous imaginez, c'est des cas en général graves dans lesquels on peut demander cet examen, il ne faut pas l'oublier. Le fameux multiplex, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Parce qu'on commence à le demander. Vous en pensez quoi? C'est très cher. C'est très cher, effectivement. Cependant, c'est un bon examen pour la détection rapide des germes, mais en plus de leur résistance, qu'on peut faire dans plusieurs liquides de l'organisme, mais bien sûr, on va le limiter pour les formes graves. Autrement, si on le prescrit pour une pneumonie prise en charge en ambulatoire, si elle évolue bien, sincèrement, ce serait trop cher pour ce que c'est. Et là, on va identifier des bactéries, des virus, donc il y a plusieurs panels, et on va aussi identifier les résistances, donc ça va nous guider un peu dans les formes graves qui ne répondent pas aux thérapies. Alors, chez notre patient, les prélèvements ont été faits. On peut compléter par des prélèvements sur d'autres sites, on doit évaluer plutôt le terrain, et puis le retentissement dans les formes graves. Vous savez, quand la saturation est en dessous de 92, c'est une gazométrie qu'il faut faire, parce qu'on est plus précis, puisque la saturation et la PaO2 sont intimement liées pour les valeurs élevées, mais après, elles se séparent. Et donc, on peut avoir un effondrement de la PaO2 alors qu'on est en train de regarder la saturation qui baisse plus lentement. Alors, notre patient a été mis sous amoxicilline seule 2 grammes par jour et il ne s'est pas amélioré. L'évolution a été marquée par la dyspnée qui s'aggrave, les signes de lutte et sa tension s'effondre. Sa fréquence cardiaque 130, sa fréquence respiratoire 32, il désature à 88. La PaO2, maintenant la gazo, regardez, si la saturation est à 88, la PaO2 est à 58, c'est extrêmement grave. Les blancs, plus de 30 000, rappelez-vous, c'est un signe de sévérité. Sa CRP, elle explose, d'accord? C'est pas très spécifique, mais c'est un outil de monitorage. Elle était à moi, elle est en train de progresser, ça m'inquiète.
L'ionogramme, on trouve une hyponatrémie minime, on va le réhydrater. Son scanner, il progresse. C'est des poumons blancs. Il faut qu'on revoie l'antibiotique. Pourquoi le premier antibiotique, en dehors de la molécule, pourquoi il n'était pas correct? Pour une sinusite, 2 grammes, ça suffit. Mais le poumon, c'est une grande surface. Vous savez, si on étale les alvéoles, ça me fait un terrain de tennis, ça me fait 70 mètres carrés. C'est énorme. Donc 2 grammes, ça ne suffit pas, il faut minimum 3 grammes effectivement. Après, bien sûr, il faut se dire, est-ce que l'antibiotique était bon? Donc, quelques principes importants de l'antibiothérapie, elle doit être instaurée le plus rapidement possible et idéalement dans les 4 heures. Elle doit être évaluée 48 à 72 heures, jamais avant. Parce que vous allez changer, vous ne saurez pas qu'est-ce qui a fait cet effet. La durée minimale est de 5 jours. Et il faut viser le pneumocoque en priorité, sauf dans des phases épidémiques particulières où il y a les virus et les intracellulaires qui vont mimer les virus. Mais c'est d'abord le pneumocoque. Et dans certains terrains, des bacilles gram négatifs et des germes beaucoup plus résistants. Alors, que disent les recommandations? Si chez un sujet sain, sans signe de gravité, que je veux suivre en ambulatoire, je peux donner de l'amoxicilline avec une bonne dose. Et puis, si ça ne marche pas, je me dis, ça peut être un intracellulaire, je peux switcher vers un macrolide, il n'y a pas de problème. Si je doute d'emblée, je peux commencer par l'amoxicilline, et puis s'il y a mauvaise évolution, je donnerai plutôt une fluoroquinolone antipneumococcique. Je sous-entends la lévofloxacine et autres molécules. Pourquoi? Parce qu'elle va viser et le pneumocoque et les intracellulaires. Maintenant, je peux commencer par les macrolides, mais quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Soit je reviens à l'amoxicilline, soit s'il y a des signes de gravité, à la fluoroquinolone antipneumococcique. Alors, la pristinamycine, la télitromycine sont des macrolides, mais antipneumococciques. Nous avons une seule molécule au fait, on n'a pas les macrolides antipneumococciques. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on prescrivait durant Covid. Quand on a un sujet âgé avec des comorbidités, c'est l'association. Et puis, on peut aussi discuter la fluoroquinolone antipneumococcique d'emblée pour son spectre ou les céphalo 3e génération. Et quand ça ne va pas ici, on ne change pas, on hospitalise. Maintenant, si je vais en hospitalier, j'ai calculé mon score CRB ou autre, et je me dis, non, ce patient, je vais l'hospitaliser. Si le sujet est jeune ou même âgé, mais qu'il n'y a pas de comorbidité, sachez que l'amoxicilline est une bonne molécule. Mais je dois réévaluer et puis je vais voir. Si ça ne marche pas chez le sujet jeune, je switch vers la fluoroquinolone antipneumococcique, lévofloxacine et autres. Je peux également garder l'amoxicilline et donner un macrolide pour viser les intracellulaires. Donc, je serai là dans la biantibiothérapie. Si c'est un sujet âgé, voilà, on a les fluoroquinolones antipneumococciques qui s'imposent, surtout en cas de morbidité, parce qu'on sent que les germes vont être plus résistants, comme je peux avoir recours à des bêta-lactamines. En tout cas, l'amoxicilline doit être protégée. Elle ne peut pas être seule. Si ça ne marche pas, et si on n'a pas d'emblée donné les fluoroquinolones antipneumococciques, ça va être leur tour, comme on peut discuter, d'élargir le spectre par un macrolide. Maintenant, le patient est beaucoup plus grave, il est en réanimation. Vous comprenez qu'il nous faut une biantibiothérapie pour un bon spectre, et puis pour ne pas donner la biantibiothérapie, sachant qu'en plus, on n'a pas les macrolides injectables, on va donner les fluoroquinolones antipneumococciques. Un patient a un risque de faire du pseudomonas et autres germes multirésistants, ça va être une trithérapie. Et on va donner des bêta-lactamines de nouvelle génération et apparentées, que vous connaissez tous. On va donner, associer un fluoroquinolone antipneumococcique, et dans l'AREA, c'est la lévofloxacine, et je ne dirai pas et autres, pas les autres molécules. Et je vais donner un aminoside pour couvrir tous les germes résistants. Et que faire des corticoïdes? On aime bien les corticoïdes. C'est des très bons médicaments, mais les effets secondaires. Alors, est-ce qu'ils ont une place ou pas? Si. Alors, ça peut être de bons médicaments si c'est une forme grave. Si vous les donnez dans les formes bénignes, c'est comme si vous freiniez l'immunité du patient et vous laissez progresser l'infection. Par contre, quand j'ai quelque chose comme les poumons blancs que j'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs dans Covid, c'était quoi les bonnes formes pour les corticoïdes? C'était les formes sévères. Et quand on les donnait plus tôt, on ne faisait qu'aggraver les patients. Et donc, quand on a une forme
importante. Donc la réponse immunitaire, rappelez-vous, macrophages, lymphocytes et tout, c'est-à-dire que le corps, il en fait peut-être un peu trop. Et que même ce n'est plus une histoire d'infection, mais de l'immunité qui est démesurée et qui s'accumule dans le poumon, ne laissant plus l'oxygène passer. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc quand je mets les corticoïdes, je freine l'excès et je garde ce qu'il faut. Et si vous avez un patient qui consomme beaucoup d'oxygène, qui peut être ventilé, eh bien écoutez, même si ça ne modifie pas la mortalité, de nouvelles études et surtout après Covid ont montré l'intérêt de ces molécules. Donc la posologie, c'est 1 mg kilo et puis c'est dans les 7 jours. S'il ne répond pas, sachez que ce n'est pas la peine d'augmenter ni de prolonger les doses. Le traitement, qu'est-ce que vous prescrivez? x8, x7, x10, fois combien? Voilà, finalement, on ne sait pas trop, chacun fait comme il veut. Mais il y a une durée minimale, le minimum c'est 5 jours. Après, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir l'évolution clinique, radiologique et biologique. Si ça va, j'arrête. Si ça ne va pas, je n'arrête pas. Surtout si j'ai encore une fièvre, une instabilité, etc., je ne peux pas arrêter. Et vous aurez des patients qui peuvent être traités 2-3 semaines, tant qu'il le faudra, jusqu'à tout normaliser, aussi bien sur la clinique que sur la paraclinique. Alors, notre patient a pris l'association, il s'est amélioré, mais pas complètement. Et donc, on a une régression du syndrome bronchique, mais avec un fébricule récidivant et sans signe de gravité. Et c'est là la question, notre ami tout à l'heure, est-ce que toute opacité alvéolaire est une pneumonie bactérienne? Ben non. Donc, on évalue. Et puis, il faut aussi concevoir qu'il y a une étiologie non infectieuse. Et donc, on a fait tout un bilan. Et puis, on est revenu sur l'examen le plus simple, qui est la NFS, et on s'est rendu compte que ce patient n'avait pas une augmentation des blancs uniquement aux dépens des neutrophiles, mais également aux dépens des éosinophiles. Et on a fait le lavage, et on a trouvé que c'était un poumon éosinophile. Et donc, on a fait tout un bilan, et finalement, on a retenu une pneumonie éosinophile idiopathique dans sa forme aiguë, avec une surinfection bactérienne révélatrice. Et le patient a bien évolué sous traitement corticoïde parce que c'était le traitement qu'on a adopté. Donc, juste pour vous dire le diagnostic différentiel, une opacité comme ça peut être un lupus, ça peut être un infarctus sur embolie pulmonaire, ça peut être un cancer, un adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire, comme ça peut être des petites dilatations de bronches. Et dans ce cas-là, c'était une tumeur, mais beaucoup de chance chez cette patiente. Quand on a fait l'analyse après biopsie, c'était des fragments d'os de poulet. Parce qu'on mange bien dans notre pays, mais il ne faut pas parler la bouche pleine. Donc, d'où l'intérêt de prévenir, traiter la sphère ORL, les dents, les infections ORL. Il faut certaines vaccinations comme l'antigrippale en ce moment. Et donc, pour conclure, les pneumonies sont très fréquentes et potentiellement graves. Le diagnostic, c'est le sens du clinicien avec une radio. Il faut une prescription antibiotique raisonnée et raisonnable. Les consensus sont là pour vous aider, mais vous êtes maître de votre prescription. Et enfin, il faut prévenir. Madame Aboul Fadl, une dernière question. Vous allez répondre rapidement, oui ou non. Et ouais, heureusement. Merci beaucoup. Merci, professeur Wiham Khattabi. On passe à la salle. 2 questions, s'il vous plaît, parce qu'on est très en retard. Là-bas. Merci, Madame Khattabi. C'est vraiment un plaisir de vous assister. C'est toujours un plaisir. Votre exposé est vraiment très intéressant pour nous, généralistes. Une petite question. Est-ce qu'il y a une place pour l'amoxicilline protégée renforcée par une huile sidéole? Oui, alors je vois de quoi vous parlez. Oui. Et puis, une petite remarque pour un cas qui a été hospitalisé, une pneumopathie, avec des images en lâcher de ballon, et qu'on a suspecté l'émigration de micro-emboles septiques à partir d'une cystite. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Au fait, la première question, c'est de la recherche. Donc, est-ce que le cinéole a un effet supplémentaire pour potentialiser l'effet de l'association? Donc, il y a des papiers qui sortent d'ailleurs même en ce moment, il y a encore des nouvelles études, mais je ne pourrais pas dire plus que ça. Pour le moment, je veux juste parler de la molécule. Quand il y a des signes de gravité, il faut une amoxicilline protégée.
Et puis quand on a des signes d'extrême gravité, il faut une molécule à plus large spectre, donc à savoir d'autres bêta-lactamines ou mieux la fluoroquinolone antipneumococcique qui va couvrir les autres germes. Donc les recommandations sont faites à la base des études et chaque molécule va avoir donc un apport supplémentaire pour élargir le spectre. C'est tout ce que je pourrais dire. Maintenant le signalant lui-même, il faut demander aux chercheurs. Aux chercheurs marocains. Alors, pour les emboles, c'est très possible. Bien sûr, quand on voit un lâcher de ballon, on craint des métastases. Mais il y a ce qu'on appelle les emboles septiques. Donc, quand vous avez un foyer non contrôlé, vous avez des emboles qui contiennent le germe responsable et les médiateurs qu'on a vus et qui peuvent passer dans la circulation. Le poumon étant un organe très vascularisé, on peut éventuellement avoir ces emboles et ça va évoluer sous forme d'abcès parce que ça va abséder le territoire vascularisé sur lequel l'embole est tombé. Et donc, c'est des formes très graves et donc il faut vraiment élargir le spectre, donc d'où l'intérêt d'aller sur les molécules adéquates. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Merci, professeur, pour l'exposé. On dit que les céphalosporines troisième génération ne sont pas efficaces dans le respiratoire par voie orale. Alors, notre ami nous dit, est-ce que les céphalosporines troisième génération ne sont pas efficaces dans le poumon par voie orale? J'ai bien entendu. Très bien. Alors, les céphalos sont de très bonnes molécules, mais qui visent le pneumocoque. Dès lors que vous voulez viser en plus les intracellulaires, il vous faut plutôt une fluoroquinolone antipneumococcique ou associer cette bêta-lactamine, à savoir cette céphalo, un macrolide. D'accord? Soit qu'on a la voie orale, soit qu'il faut l'injectable dans les formes sévères qu'on n'a pas nous. Donc la fluoroquinolone sera la meilleure option. Maintenant, il faut savoir que si le patient ne vomit pas, qu'il n'a pas de diarrhée, pas de maladie, qui fait une malabsorption, l'efficacité et la concentration sont les mêmes. Si vous avez un patient qui ne peut pas pour une raison ou qui a justement ces facteurs limitatifs, il vaut mieux aller sur la forme parentérale.